Plus que tu avances dans le temps, plus que justement tu vois, tu as tes dynamiques de conversion, tu as tes KPI de conversion. Tu sais que tu mets une pièce en Facebook ou en Google, puis en sort une de 50. Fait qu'un moment donné, il faut investir en marketing, mais tu peux pas juste investir dans un seul channel. Donc, tu continues à aller chercher l'inventaire. Puis plus que tu mets de la pub en voyageur, il y a même des propriétaires qui te découvrent à travers des pubs de voyageurs et ils viennent vers toi. Fait que c'est l'œuf ou la poule, mais il faut que tu grandisses les deux en même temps. Mais c'est ça le challenge. Danny Papineau, tu es président et fondateur de l'entreprise Oui Chalet, une place de marché qui donne la possibilité à monsieur et madame tout le monde de louer un chalet partout à travers le Québec et bientôt ailleurs dans le monde. L'organisation qui a vu le jour en 2017 vit une croissance soutenue année après année et génère maintenant plusieurs millions de dollars de booking mois après mois. Danny Papineau, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui. Merci à toi pour l'invitation. Et Danny, est-ce que ce serait possible pour toi de prendre un peu de temps et bien expliquer à l'audience ce qu'est Oui Chalet, ce qui vous différencie un petit peu de ce qui se retrouve dans le monde? OK. Ben, en gros, Oui Chalet, c'est une plateforme transactionnelle de réservation. On est vraiment un focus sur tout l'inventaire qui est nature-aventure. En fait, je dirais même que c'est nature-culture-aventure. Donc, si on regarde le Québec et le Canada, qui est le deuxième plus grand pays au monde, toutes les plateformes transactionnelles sont des plateformes internationales, donc c'est des plateformes étrangères. On n'a pas besoin de les nommer, mais sont soit américaines ou soit européennes. Et en parallèle, au Québec et en Ontario, il y a beaucoup de sites plutôt archaïques de location de chalets ou de cottages qui datent de 1997. Donc, c'est des sites un peu comme Craigslist ou Les Packs ou Kijiji. C'est des sites non transactionnels, mais vraiment spécialisés dans les chalets ou cottages. Donc, nous, on est vraiment une plateforme, canadienne, québécoise, et qui a vraiment un focus sur tout le segment de l'industrie du voyage en nature. Et à ma connaissance, sur la scène mondiale, il n'y a aucune plateforme qui est 100% dédiée à optimiser ce segment marché-là. Et c'est ce qui vous différencie beaucoup. C'est très clair. Et j'invite même les gens qui nous écoutent aujourd'hui à aller jeter un petit coup d'œil sur votre plateforme si on a loué un chalet parce que c'est très bien fait. Mais avant de parler en détail, Danny, de Oui Chalet, parce que je pense qu'il y en a beaucoup à dire, j'aimerais faire un petit retour en arrière. J'ai vu que tu as opéré dans le domaine peut-être un petit peu plus artistique au début de ta carrière. Tu paraissais dans des films et même des fois, tu en as produit quelques-uns de ce que j'ai pu voir. Peut-être tu pourrais nous ramener à ce moment-là et par la suite, on pourra tranquillement regarder comment a été ton évolution avant de lancer Oui Chalet. Ben ouais, super. Je suis né à Bromont dans les années 70. J'ai fait du ski quand j'étais jeune à Bromont. Donc, j'ai toujours été dans ce genre de milieu-là. Puis je dirais qu'à l'âge de 21 ans, je savais pas trop quoi faire de ma vie. J'ai étudié en génie civil à l'Université de Sherbrooke. J'avais fait mon DEC en génie civil. J'étais sur des chantiers de construction. Puis j'étais rendu à l'université en génie civil. Puis pendant l'été, on a décidé de partir apprendre l'anglais. Je parlais pas l'anglais du tout. Fait qu'on était dans l'Ouest canadien à Banff, en Alberta. J'étais supposé de passer 3 mois de ma vie là. Ça a vraiment changé ma vie, ce voyage-là. Je me suis trouvé une job dans un ranch touristique au pied des Rocheuses. J'ai vécu dans l'Ouest finalement 2 ans de ma vie. Je suis pas revenu en génie civil. Et ça m'a lancé dans la trajectoire j'avais toujours rêvé de travailler en cinéma. Donc, quand je suis revenu à la fin des années 90 à Montréal, je me suis mis à travailler sur des plateaux de tournage, à faire mes auditions pour l'École nationale. J'avais pas été accepté, mais j'ai commencé à travailler vraiment beaucoup pendant 2 ans sur tous les plateaux de tournage. Il y avait beaucoup de plateaux américains qui venaient à Montréal à l'époque. J'ai ramassé mon argent puis je suis retourné dans l'Ouest canadien à une école qui s'appelait la Vancouver Film School, qui était vraiment une école dédiée à apprendre à jouer pour la caméra comme acteur. Fait que c'est un cours d'1 an intensif et ils nous apprenaient à créer des projets cinématographiques ou à écrire des scripts sur notre expérience de vie. Donc, je savais qu'il y avait beaucoup de Québécois qui étaient dans l'Ouest. Il n'y avait jamais eu un film de fait là-dessus. Donc, je me suis mis à travailler sur un projet qui s'appelle Deux Frogs dans l'Ouest, qui a pris à peu près 10 ans de ma vie à faire. Avec le recul, c'est comme une start-up de faire un film. Le film est sorti à peu près 1 an après que Xavier Dolan est devenu pas mal populaire au Québec. Je te dirais que j'ai eu ma mère. Puis le Deux Frogs est sorti à peu près un an après. Fait que le film, je te dirais, a eu un succès. Vraiment, il y a beaucoup de monde qui l'ont vu, mais financièrement, ça m'a quasiment lancé sur le bord de la faillite. C'est très dur de faire de l'argent dans un film au Québec. Et en gros, le projet a pris 10 ans de ma vie, mais ça a été 2 ans d'autodistribution. Donc, c'est moi qui ai fait tous les deals, à le signer à Super Écran. Il était sur Air Canada, il était dans tous les Walmart du Québec, il était dans tous les dépanneurs du Québec. Et après 2 ans d'autodistribution, ça a vraiment amené sur le bord de la faillite. J'ai mis mon duplex en vente à Hochelaga qu'on a rénové avec mon chum et moi depuis à peu près 6 ans. Puis en le mettant en vente, je demandais à mon agent d'immeuble, y a-t-il une façon de louer en location courte? En le louer pas en location courte, mais de louer pendant qu'il était à vente. Puis elle a dit, t'as-tu déjà entendu parler des Airbnb? Ça, c'était en 2012. Et Airbnb n'était pas nulle part dans les médias, était pratiquement même pas en ligne. Personne n'en parlait, jamais entendu parler de ça, ni mes amis, nulle part. Là, donc, je suis devenu un early beta adopter d'Airbnb et je me suis mis à vivre toutes les problématiques
qu'on peut imaginer quand tu sais pas qu'est-ce que tu fais en faisant de la location court terme. Donc, des gens qui font des parties chez vous, 30 personnes dans ton backyard un samedi soir, me dire, à Hochelaga, c'est pas trop le fun à vivre avec tes voisins. Du monde qui part avec ta TV, les cadres de ses murs, j'ai à peu près tout vécu ça. À l'époque, il y avait aucune éducation en ligne, vraiment, sur comment bien faire ça, la location court terme. Donc, j'ai travaillé sur un blog, un cours en ligne, airbnbsecrets.com, que j'ai lancé en 2015. Et c'est un peu là que ça m'a amené ultimement, j'ai à peu près 30 000 personnes qui prenaient mes cours gratuits, mes cours en ligne. Je me suis mis à me faire approcher par tout l'écosystème de location, vacation rental global pour que je teste plein de early beta solutions. Tu sais, le marché est en effervescence. Et je me suis mis à faire de la gestion pour d'autres personnes, de gérer des propriétés dans le Québec, à Montréal et mon propre chalet en Estrie. Et je me suis vite rendu compte que justement une plateforme comme Airbnb, c'est une plateforme vraiment urbaine, au corps, mais que c'était pas tant adapté au marché nature-aventure. C'était pas leur premier créneau. Là, le premier créneau, c'est les villes là, pour Airbnb. Donc, c'est ultimement ça qui m'a mené à acheter le URL wechalet.com pour 10 $ en 2015. J'ai commencé à travailler sur ce projet été 2017. Le lancement officiel, c'était en mars 2019. Ouais. Un an avant la COVID. Un autre épopée. OK, j'aimerais revenir un petit peu en arrière parce que Airbnb Secret, c'est assez fascinant ce qui s'est déroulé là-dessus. Tu me disais que tu avais bâti une très grosse communauté. Tu étais capable de vivre littéralement de ta vente de cours en ligne. Ramène-nous un petit peu à ça. Comment tu as été capable de bâtir cette traction-là et au final d'être capable de vendre autant de formations? Ben, en gros, c'est que, j'avais jamais fait ça de ma vie. Fait que je me suis mis à prendre des cours en ligne pour apprendre comment vendre des cours en ligne, tu sais. Donc, c'est beaucoup d'essais et d'erreurs. Et à cause que j'avais aussi le mot Airbnb dans le terme Airbnb Secret, ça avait causé certaines frictions au début. Mais en fait, en 2015, faut se rappeler, là, je sais pas si tout le monde se rappelle de ça, mais ni Uber ni Airbnb collectaient des taxes au Québec. On était dans un grand enjeu. 2016, ça a été le core de ça. Le gouvernement menaçait de fermer l'Internet pour sortir Uber du Québec. Ça en est venu à un ultimatum, quasiment à minuit moins une, ils ont décidé de collecter les taxes. Puis Airbnb, c'est la même chose. Fait que moi, j'étais devenu un peu le poster boy parce que pour faire mon film, j'avais appris comment faire du marketing. On n'utilisait pas J7 Média dans le temps. Facebook a commencé à émerger, je pense, en 2008 ou whatever. Mais oui, j'avais appris comment faire parler de mon projet médiatiquement. Fait que j'ai repris pendant les mêmes techniques pour faire Airbnb Secrets. Puis le tagline pour les médias, c'était Broke filmmaker makes $200,000 on Airbnb. Et la nouvelle est devenue virale mondialement. Le monde en parlait en Inde, le monde en parlait en France, le monde en parlait partout. Et au Québec, le lendemain matin que j'ai lancé Airbnb Secrets, tous les paliers gouvernementaux m'ont tombé dessus. Revenu Québec, Tourisme Montréal. Fait que ça m'a lancé dans un épopée de taxation avec les gouvernements versus des gens qui ont pris mon cours en ligne qui m'ont découvert. T'sais. Et dans l'épopée de taxation, ça a duré quasiment un bon 3 ans, je te dirais jusqu'à 2019 à peu près. Le gouvernement m'avait envoyé un back tax bill de quasiment 62 000 $ en tout, qu'on a finalisé juste avant le COVID. Et moi, je prônais beaucoup parce qu'avec Uber à l'époque, Uber collectait pas les taxes, mais le gouvernement avait décidé que c'était Uber qui était responsable des arriérages de taxes parce que Uber avait un bureau au Québec. Et avec Airbnb, ils opèrent à partir d'un paradis fiscal en Irlande, Airbnb, donc ils n'ont aucun bureau au Québec. Donc, ils avaient décidé que c'était les propriétaires des maisons qui étaient responsables des arriérages de taxes. Deux modèles d'affaires pareils, approches différentes totalement auprès des gouvernements. Fait que moi, j'avais beaucoup prôné à l'époque que les plateformes transactionnelles, comme WeChalet, doivent être responsables de la collection des taxes. Et aujourd'hui, on collecte toutes les taxes. On valide les CTQ, TPS, TVQ, HST, nanana. Tout ce que j'ai dit là, 6 ans, on est en train de le faire aujourd'hui. Donc, j'étais un peu à l'avance de mon temps à l'époque sur ce mouvement-là. Et il y a des choses que je vois aujourd'hui où je vais être dans 6 ans. On verra bien si j'ai raison ou pas. Bon, fantastique. Donc, on revient dans ce cas-là à WeChalet, de ton expérience avec Airbnb Secrets. L'idée de WeChalet te vient en 2017. Ultimement, tu l'as mentionné, le lancement officiel est en 2019. Bon, donc il y a cette incubation-là, il y a cette idéation-là du projet qui se fait pendant quelques années. Ramène-nous un petit peu à ce lancement-là, parce que pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, certains le savent, parce que certains sont dans le milieu technologique. Dans le milieu technologique, on doit avoir des sous pour bâtir la solution, pour avoir une plateforme qui est intéressante et ultimement pour la commercialiser. Comment cette période d'incubation-là se met en place et également s'il y a eu tous ces enjeux-là avec les gens qui voulaient que tu payes des taxes, etc. Comment tu as été capable de trouver le capital pour bâtir la plateforme? L'histoire de taxation, ça fait son chemin de son côté. Donc, finalement, ça s'est réglé à l'amiable, à l'extérieur des tribunaux, je te dirais justement, je pense en 2019 qu'on a tout réglé ça. Puis en parallèle, moi, vu que j'avais un revenu de mes cours en ligne et un revenu aussi de la gestion que je faisais, je me suis mis à prendre mon revenu de gestion
Et au lieu de partir à Cancun en voyage, je me suis mis à prendre ce flow-là de gestion pour le réinvestir dans WeChalet. Puis au début de Airbnb Secrets, moi, j'avais justement utilisé Upwork pour engager des remote workers, je te dirais en Inde, pour bâtir le blog. J'avais trouvé un template à 49$ d'un genre de WordPress qui ressemblait à un genre de Airbnb de très, très rudimentaire. Et je pense que j'ai mis quasiment un 100 000$ dans ce prototype buggy bêta-là. Et j'ai lancé la plateforme avec ça. Oui, Chalet, c'est un two-sided market. Donc, il faut qu'on bâtisse l'inventaire de propriété en premier lieu et ensuite amener du voyageur à cet inventaire-là. J'ai beaucoup d'expérience en photographie. J'ai tout mon équipement photographique. J'ai fait beaucoup de photographie immobilière dans ma vie. Donc, je me suis mis à offrir des gens qui avaient pris mon cours en ligne qui étaient basés à Offord ou même à Tremblant. Je leur offrais, est-ce que vous voulez que, tu sais, je suis en train de partir un site, ça veut dire Oui Chalet. Est-ce que vous voulez que j'aille faire vos photos gratuites de votre chalet à Offord? C'est comme ça que j'ai bâti les 30 premiers listings sur Oui Chalet. C'était des gens que je suis allé rencontrer un à un, puis aller prendre leurs photos, puis les onboarder. Tu bâtis cette structure-là, tu prends les photos comme tu l'as mentionné. Et bon, ça m'amène à un point, c'est qu'il y a environ quelques semaines de ça, on a eu Wilfrid Grani qui est venu sur le podcast de Superprof. Donc, Wilfrid a bâti une entreprise technologique totalement incroyable. Il y a plus de 25 millions de professeurs sur sa plateforme. Essentiellement, des gens vont sur son site Internet, veulent avoir un prof d'espagnol, un prof de piano, etc. Ils vont être capables de trouver le professeur sur leur site web. La question que j'aimerais amener à ton attention maintenant en donnant ce contexte-là est la suivante. On l'a bâti comment cette plateforme-là en termes de commercialisation? Parce que tu es dans une dynamique où est-ce que tu dois te poser la question, est-ce que je vais commencer avec l'inventaire de chalets et par la suite, je vais chercher des clients? Est-ce que je fais les deux simultanément? Comment qu'on est capable de créer de l'attraction et surtout, comment tu t'y es pris pour mettre tout ça en place? Parce que, mettons, le plafond de prof, il doit pas en avoir 3000 ou, il est comme peut-être le premier gros joueur à rentrer là-dedans. Fait que les profs sont peut-être juste sur sa plateforme. La plus grosse problématique dans WeChalet, c'est que l'inventaire existant est déjà affiché soit sur des plateformes archaïques de 1997, soit sur des plateformes urbaines ou hôtelières comme Booking.com. Le plus gros challenge à l'entrée de WeChalet, c'est 3 piliers. La base de tout, c'est la tech. On part de ça. On est rendu une fintech. T'as aucune idée de ce qu'on automatise en termes de... On est quasiment une banque, là. On automatise toutes les finances de WeChalet, les taxes, les security deposits, les gens qui bookent avec nous un an d'avance. On est rendu vraiment une machine financière et on est une machine de marketing. Donc, ça part tout avec la tech. Il faut que tu aies vraiment une plateforme assez... En tout cas, on a lancé qu'un produit vraiment bêta qui était quand même assez buggy. On s'est vite rendu compte qu'on avait une certaine traction, fait qu'on s'est mis à refaire une version en React, Laravel, qu'on a livré en ligne à la fin 2020 durant le COVID. C'était quand même un bon temps. Durant le COVID, il y a beaucoup d'annulations. C'est à cause que le monde bouquait, puis là, il y avait les zones rouges, ils annulaient, ça finissait plus. Fait qu'on a mis la plateforme en ligne fin 2020, puis on a eu quand même un 6 mois de radar sur cette plateforme-là. Puis plus que tu avances dans le temps, plus que justement, tu vois, tu as tes dynamiques de conversion, tu as tes KPI de conversion. Tu sais que tu mets une pièce en Facebook ou en Google, puis en sort 1,50. Fait qu'un moment donné, il faut investir en marketing, mais tu peux pas juste investir dans un seul channel. Donc, tu continues à aller chercher l'inventaire. Puis plus que tu mets de la pub en voyageur, il y a même des propriétaires qui te découvrent à travers des pubs de voyageurs et viennent vers toi. C'est l'œuf ou la poule, mais faut que tu grandisses les deux en même temps. Mais c'est ça le challenge. Puis pour aller chercher un certain type d'inventaire, donc dans l'écosystème de vacation rental, de location, maison de location de vacances, ça s'appelle des Property Management Software. Ils appellent ça des PMS en anglais. Donc des logiciels de gestion centralisés. Et mettons que toi, je sais pas, si t'as 203 chalets en location à Tremblant, tu pousses ton inventaire Airbnb, VRBO, ton propre site web, mais t'es toujours pas booké là, au complet. T'as encore de la place pour des bookings. Mais WeChalet, puis là, tu utilises un PMS qui s'appelle, mettons, Guesty. Mais si WeChalet n'est pas intégré avec Guesty, parce que toi, tu utilises Guesty pour pousser tes prix, tes messages partout dans tout l'écosystème, tant que WeChalet n'est pas intégré à Guesty via une API, donc une game informatique, tu te dis, ben désolé, j'adore WeChalet, je veux être là-dessus, mais quand est-ce que vous allez intégrer avec Guesty pour que je puisse pousser mes 203 chalets sur WeChalet? Donc, live, on a des pipelines, des listes d'attente de gens qui veulent être sur WeChalet. Puis là, on est en train de commencer. On vient de livrer notre plus grosse intégration en pays d'un PMS qui s'appelle HostOA, parce que 80% du code informatique qui est créé pour un PMS, tu peux le répliquer pour la prochaine intégration. Donc, ça a pris du temps à faire la première, mais là, on va pouvoir accélérer la cadence.
Donc là, on a tout un line-up pour ouvrir de l'inventaire, non seulement au Québec, mais vraiment, canadien, international, Europe, Mexique, Costa Rica, name it, là. Parle-nous un petit peu de l'adoption. Tu lances ça en 2019, comme tu nous l'as dit. À quelle vitesse c'est allé? Peut-être tu pourrais nous donner un aperçu de ce que la croissance a ressemblé en 2019, 2020, 2021, 2022 et ainsi de suite. Ben, écoute, live, on fait quasiment 300% de croissance année après année depuis les 2 dernières années. Moi, je considère que les 2 dernières années, là, 2022-2023, c'est nos 2 premières vraies années. C'est pas notre première année de startup, puis on n'est pas pogné en plein COVID. Là, on est sorti du COVID. Ben, en 2018, j'ai mis ça en ligne à des amis. Là, on a fait, je pense, 1000 piastres de réservation, quelque chose du genre. Mais la première vraie année, c'était 2019. Je pense qu'on a fait un 500 ou 1000% d'augmentation sur l'année d'avant. Après ça, on a eu du 500% l'année d'après. COVID, vu qu'on a changé de site puis de migration, je pense qu'on a fait un 60% d'augmentation sur l'année d'avant, qui a été notre plus petite année. Depuis ce temps-là, on fait du 300% après année. Ultimement, c'est une game de cash aussi. Parce qu'un coup, tu as la base informatique qui est là, puis tu as tes KPI de croissance, tu sais que tu mets de l'argent dans Facebook, Google, tu as un retour sur investissement. Après ça, c'est juste, OK, je dois grandir l'inventaire. Et plus que j'ai de propriétés sur les chalets, s'il y a 30 propriétés sur Bouquet Noël, bonne chance. Si on a 30 000 propriétés ou 300 000 ou 3 millions, maintenant, mettons 1 million et plus, ben les chances sont que tu vas potentiellement trouver quelque chose à ton goût si on est rendu à 10 000 propriétés au Québec. Là, tu vois ce que je veux dire? Là, c'est des économies d'échelle qui embarquent ici. Donc, c'est là que c'est intéressant. Et bon, pour être honnête, bâtir une entreprise tech, Danny, ça coûte de l'argent, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Je pense que tu as dû faire des sacrifices dans le coin des années 2020. Là. Peut-être tu pourrais nous expliquer un petit peu ce qui s'est mis en place ici? J'ai toujours eu un certain flair immobilier. J'avais acheté un chalet en Estrie en 2013. Et au pic du COVID, il y avait quand même... C'était ma maison principale, je vivais là, vraiment. Donc, au pic du COVID, la maison avait pratiquement triplé en valeur. Et j'étais rendu à un moment... Pendant le COVID, il y a personne qui voulait investir dans l'industrie du tourisme. Tout le monde avait peur de ça, tu sais. Puis nous, vu qu'on était en plein COVID, écoute, c'est annulation par annulation, tu sais, c'est comme, OK, c'est risqué comme investissement. Donc, j'avais vraiment pas le choix. Si je vendais pas ma maison, j'avais un duplex avec ma sœur à Montréal, j'ai vendu mes parts à ma sœur. Je vendais pas tout ça. On serait même pas en train de faire un podcast aujourd'hui. Tout tombait à terre. Donc, j'ai tout vendu, puis j'ai réinvesti à peu près la moitié de ce qui me restait dans Wichalet. Et ben, j'ai gardé le reste pour m'acheter une autre maison quand même. Puis, à cause que j'ai fait ça, ben, Dax Da Silva, qui est fondateur de Lightspeed, qui est un de mes amis à moi, est embarqué pour un petit montant pour lui. C'est un bon montant pour moi, mais c'est quand même un petit montant pour Dax. Puis après ça, on a réussi à démontrer une croissance pendant 1 an et il a réembarqué, il a redoublé sa mise l'an passé. Et là, tout le team est embarqué. Ma famille est embarquée, ma sœur, le team informatique, mon CTO, le team de front-end, back-end. Fait que, puis là, on peut démontrer que là, on est rendu vraiment, je te dirais l'année prochaine, on tombe à break-even point, que on fait plus de revenus que ce qu'on brûle par mois. Donc, puis on est rendu à quasiment 2400 propriétés présentement aujourd'hui. Puis l'intégration qu'on vient de faire, je te dis, là, Hostaway est toujours pas annoncé publiquement dans l'écosystème, mais on parle Hostaway a des dizaines de milliers d'annonces là, à l'international. Là. Fait qu'on devrait augmenter l'inventaire beaucoup plus rapidement avec des intégrations comme ça. Dis-moi, comment cette dynamique un petit peu maintenant d'investisseurs a changé? Parce que tu le disais pendant la COVID, l'industrie du tourisme, le voyage, c'était pas sexy pour des raisons évidentes, mais bon, ça l'a changé assez rapidement dans les dernières années. Il y a beaucoup de gens qui parlaient même de travel revenge. C'est un terme qui était beaucoup utilisé, sachant que pendant 2 ans, 2 ans et demi, on n'a pas eu de voyage. Là, maintenant, cette année, les gens, et même l'année dernière, on investissait plus, on dépensait plus d'argent pour reprendre les vacances qu'on a perdues dans les dernières années. Comment tu as senti cette dynamique-là évoluer entre 2020 et 2023, autant au niveau des investisseurs, peut-être même qu'au niveau des consommateurs? C'est différent niveau. Ça prend un certain temps avec le monde découvre ta plateforme. Et aussi, ça prend un certain temps pour créer le repeat booking. T'sais, tant que tu as juste l'inventaire, mettons, au Québec, si tu as booké un chalet, je sais pas, pour Noël, peut-être, si t'es chanceux, il va peut-être en booker un l'été, ou sinon, on va booker l'année prochaine à Noël. Fait qu'il y a quand même un cycle d'1 an à faire du repeat booking. Et ça, on en voit, là, de plus en plus, la notoriété de Louis Chalet gagne au Québec. Et ultimement, on a quand même de plus en plus de gens qui bookent de la France avec nous. Beaucoup de Français vivent au Québec, nous découvrent en ligne sur l'Internet, sur Google. Et on a beaucoup de gestionnaires qui sont français de France, qui ont des chalets en location au Québec et qui vivent sur le plateau peut-être, puis qui ont 2 chalets en location. Et leurs amis, leur famille viennent visiter le Québec. Écoute, la data que j'ai, là, c'était à peu près 400 000 Français viennent au Québec annuellement, francophones de l'Europe, là, viennent au Québec annuellement.
80% d'entre eux, donc 320 000, veulent quitter Montréal, veulent aller voir les baleines à Tadoussac, veulent aller à Gaspé. Donc, nous, Wichalet, on a quand même, c'est un gros créneau potentiel pour nous. Puis, on a un nouveau partenariat, j'en ai pas parlé, mais avec Air Transat. Puis, Air Transat, la France, l'Europe francophone, c'est une grosse destination pour eux autres. Donc, on est en train de packager du Wichalet pour le mettre en valeur à des voyageurs d'Air Transat, notamment avec les Européens qui viennent au Québec. Là. Et les investisseurs, eux? En mars 2020, moi, je venais de faire mon premier pitch deck et que j'avais jamais raisé de ma vie. Fait que je te dirais, j'en ai appris pas mal depuis 2020. Très difficile au Canada puis au Québec de lever du financement. Tu sais, ma volonté, moi, avec Wichalet, c'est de créer une entreprise québécoise, mais une entreprise canadienne qui rayonne à l'international autant que le Cirque du Soleil puis Céline Dion. Tu ne devrais pas dire Wichalet que ça devienne aussi connu que Céline Dion puis le Cirque du Soleil. Tout le monde connaît ça à l'international. Mais on dirait que tu as quasiment besoin d'aller lever de l'argent à l'étranger, à l'extérieur du Canada, pour créer ce genre de plateforme-là. Et j'ai parlé à différents joueurs qui ont fait des bonnes rondes de financement, qui ont tout fait pour lever au Canada et qui se sont tournés vers les États-Unis. Ils ont eu des meilleures valorisations, ils ont levé plus rapidement. Puis j'étais un peu rendu à ce point-là, je te dirais. Là, il m'a demandé ce que je vais raiser aux States versus le Canada. Ouais. Mais live, on peut parler avec des gens aussi intéressants dans l'écosystème canadien et québécois. T'attribues ça à quoi? Parce que dans ma tête, et je pense qu'on parlerait avec beaucoup de gens, on serait capable de instinctivement donner des réponses à ça. Mais toi qui l'as vu en parlant avec beaucoup de gens, à quoi tu attribues un petit peu cette peur quasiment de vouloir créer des organisations qui changent le monde? Parce que c'est un peu ça qui se déroule. On dirait qu'on embrasse ça beaucoup au sud de la frontière. Puis c'est peut-être un petit peu, on le fait un peu à reculons ici. C'est aussi de la frontière, justement. Vu qu'ils ont accès à beaucoup plus de financement, beaucoup plus rapidement, ça crée du hyper scale-up. Là, ils peuvent vraiment prendre des parts de marché globalement très rapidement. Fait que nous, présentement, t'as comme deux choix. C'est comme si tu mets du feu, je mets-tu du gaz sur un feu qui est déjà en train de brûler ou je continue à rajouter une bûche tranquillement. Fait que présentement, c'est cette cadence-là qu'on a. Là. C'est vraiment, on met une bûche de plus tranquillement pendant que l'autre est en train de mettre 150 litres d'essence sur son petit feu. Là. À quoi j'attribue ça? Je sais pas. C'est la mentalité canadienne, je pense, versus la mentalité américaine. Puis Silicon Valley, il y a beaucoup d'argent qui est là-bas. New York, beaucoup d'argent. Boston. Donc, on n'a peut-être pas autant d'argent au Québec. Et ce que je me fais dire, beaucoup d'argent au Québec dans les fonds de financement vient du gouvernement québécois aussi, indirectement. Puis, j'avais un peu de la misère à le verbaliser, Wichalet, c'est notre différenciateur au début. J'ai beaucoup appris à mieux le verbaliser. Puis on dirait que le monde pense que il n'y a pas juste McDonald's qui vend des hamburgers sur la planète Terre. Il n'y a pas juste Nike qui vend des souliers sur la planète Terre. C'est pas parce que Airbnb est là qu'il n'y a pas des super opportunités de billion-dollar company dans des sous-segments comme la nature aventure, où est-ce que personne n'a pris le lead encore sur la Terre. Puis on dirait que quand tu vends l'idée à des VC ou anges, ils connaissent pas ton marché. Ils connaissent rien de ton marché. Fait que là, ils voient juste le gros player puis ils disent « Ah non, c'est déjà fait, il n'y a personne d'autre qui peut le faire. » Et le point de départ de Wichalet, c'est où est-ce qu'on est là, mais j'ai une vision assez précise de ce que je veux aller avec le projet. Puis présentement, il n'y a aucun marketplace qui fait ce que je veux faire à l'échelle globale. Mais il faut bâtir la base qu'on a là pour me rendre à où est-ce que je veux vraiment aller avec la vision. Puis à un moment donné, il faut de l'argent pour te rendre à la prochaine étape. Surtout pour décoller, quand tu es plus en mode que tu dépenses beaucoup sur la plateforme. Parce que si tu veux compétitionner, si tu regardes Airbnb vaut 100 milliards en bourse, des mois qui vaut 150 milliards canadiens ou 100 milliards, ça dépend des mois. Là. Puis je me dis, dans 7 à 10 ans, qui ont à peu près 6 millions de propriétés, 6-7 millions. Booking.com a à peu près 18 millions de listings, 100 milliards aussi de valorisation. Expedia, je ne peux pas dire le chiffre. Donc, mais mettons qu'on prend juste Airbnb. Ça va être quoi dans 7 à 10 ans, Airbnb? Ça va valoir quoi? 300 milliards, 500 milliards, 10 millions de listings, peut-être? Fait que Wichalet prenne 1% des parts de compagnie d'un gros player comme ça. D'après moi, on a beaucoup plus d'opportunités que ça. 1% des parts de compagnie, t'es déjà rendu à une compagnie qui vaut 3 à 5 milliards dans 7 à 10 ans, qui aurait, je sais pas moi, 100 000 listings et plus. Mais d'après moi, le créneau, spécifiquement vu qu'Airbnb, c'est une plateforme urbaine à son core, probablement à peu près 2 tiers de ses listings sont autour dans les villes, 1 tiers à peu près dans les régions urbaines. Donc, il y a une bien plus grosse opportunité que ça pour Wichalet. On peut aller chercher beaucoup plus que 1% des parts d'une plateforme comme ça. Donc, il y a vraiment un gros potentiel, mais des fois, il faut que tu trouves des gens, des investisseurs qui ont potentiellement de l'expérience dans ton créneau, potentiellement de l'expérience à bâtir des marketplaces, potentiellement de l'expérience à bâtir la tech aussi. Donc, un peu tout ça. Et là, je pense qu'au-delà des investisseurs
privée traditionnelle. Tu fais également une ronde ouverte au grand public. Peut-être tu veux nous en dire un peu plus? Ouais, ben on a lancé une ronde Founder. On a quand même près de 60 000 personnes qui sont abonnées soit à notre email ou qui sont utilisateurs de WeChalet. Donc, nous, on a des propriétaires et on a des voyageurs. Fait qu'on a des propriétaires qui ont déjà fait des centaines de milliers de dollars avec WeChalet depuis la mise en ligne de leur inventaire. Et on a des voyageurs qui ont quand même fait plusieurs voyages encore avec nous. Du côté du propriétaire sur WeChalet, le booking moyen est d'à peu près 1300 dollars. Nous, on prend l'argent qui va être investi pour aller chercher de plus en plus de réservations sur la plateforme. Donc, tu sais, si on prend l'exemple d'un propriétaire qui mettrait seulement 1000 dollars dans WeChalet, s'il va juste chercher un booking de plus dans l'année à cause qu'il a mis 1000 dollars, puis nous, on est allé chercher, c'est faire du marketing pour amener un booking de plus, il y a plus que fait que 30% de retour sur son investissement en une seule année. Mais en plus, il vient de s'acheter des parts de compagnie de WeChalet. Tu me suis? Donc, les propriétaires, on est en train de bâtir une plateforme qui est vraiment plus axée vers les propriétaires. Les outils qu'on est en train de créer en tech, c'est vraiment, ultimement, on s'en va vers des outils de gestion immobilière centralisés. Donc, nous, les propriétaires, ça représente un bon hub pour d'investissement. Et il y a des voyageurs aussi qui sont beaucoup axés sur le nature aventure. Donc, on a aussi un bon fit avec ce crowd-là. Fait que justement, la semaine prochaine, on organise un webinaire spécifiquement pour les autres. Il faut en faire un pour les voyageurs. Puis pour plus décortiquer c'est quoi l'opportunité de la ronde de financement pour ce segment-là. On mettra des liens dans les notes de l'épisode pour que les gens puissent en savoir un peu plus. Danny, peut-être avant de passer à des questions personnelles, dis-moi, tu nous parles de futur, tu nous parles de vision. Ça ressemble à quoi l'avenir, le futur de WeChalet selon toi dans les 12, 24, 36 prochains mois? Écoute, live, je suis à Tulum. Je vois un grand potentiel pour WeChalet au Mexique comme un des premiers segments hors Canada. Donc, on est en train d'onboarder l'inventaire à Tulum. D'ici 5 ans, on aura de la présence un peu partout au Canada. On peut avoir de la présence aux États-Unis. On vise beaucoup tout ce qui est montagne de ski pour WeChalet. C'est des ski, beach, donc plage et lac. Ce sont des territoires fertiles pour WeChalet. Donc, de se ramasser dans des zones de ski, soit aux États-Unis, soit un peu partout au Canada, c'est très probable. Même chose en France, la Suisse, la Belgique. Et encore une fois, il y a certaines intégrations en pays. Il y avait un gros événement de vacation rental, de maison de vacances à Cancun il y a quelques jours. Je parlais à une personne à qui j'avais déjà parlé en ligne, puis on se rencontrait pour de vrai. Eux, dans leur plateforme, ils ont accès, je pense, à 1,4 million de listings. Donc, une seule intégration avec un partenaire stratégique peut te donner accès à de l'inventaire quasi infini sur WeChalet. Donc, ultimement, en 5 ans, tu peux en faire des choses. Maintenant qu'on a mis les bases qui sont solides, là, on peut rentrer dans une période, avec un bon investissement, on peut rentrer dans une période vraiment de hockey stick, là, je te dirais. Et bon, des petites questions personnelles maintenant parce que tu m'as l'air d'avoir beaucoup d'idées, beaucoup d'énergie, Danny. Lecture, est-ce que tu certains livres d'affaires que tu aimes bien lire? J'en ai beaucoup lu, puis là, on dirait que j'en achète, puis des fois, ils se ramassent sur la tablette, tu sais. Ils sont devant moi. J'en ai un sur ChatGPT que quelqu'un m'a donné, puis je le lis sur l'avion, j'avais pas lu. J'aime bien les podcasts présentement. Je fais beaucoup tu sais, je reste en Estrie, moi je reste à Shefford, fait que je descends souvent à Montréal. Je mets beaucoup de Business Wars. Je sais pas si tu connais ce podcast-là. Bien sûr. J'adore Business Wars. J'avais aussi, j'ai oublié c'est quoi là. J'avais une app que j'écoutais des livres en ligne, puis il faudrait que je me réabonne parce qu'on dirait que c'est plus facile d'écouter de l'audio on the go que des fois, tu sais, que de lire. Mais oui, j'en ai quand même pas mal des livres de business. Donc, c'est surtout podcast. Et ton podcast de choix, c'est Business Wars. Est-ce qu'il y en a d'autres? Masters of Scale, c'est de partir de rien puis le scaler à l'infini, tu sais, c'est global. Fait qu'il y a beaucoup d'histoires là-dessus qui sont vraiment bonnes. Non, c'est ça a l'air de rien. Sur TikTok, on dirait l'algorithme est assez puissant, mais tu sais, vu que je m'intéresse à des sujets entrepreneuriaux, j'ai beaucoup de clips d'entrepreneurs assez inspirants que tu sais, j'ai sauvegarde. Donc, des fois, c'est juste une petite idée, c'est ouais, c'est intéressant ça. Puis tu peux l'appliquer quand même dans ta business à un certain niveau. Intéressant. Routine. À quoi ressemblent tes routines, Danny? Normalement, écoute, je suis un couche-tôt, lève-tôt. À 9 heures le soir, d'habitude, ben plus en été peut-être c'est 10 heures, mais ces temps-ci, mais définitivement 9 heures. Puis je me lève très tôt, sans alarme. À 5 heures, 5 heures et demie, je suis debout. J'essaie beaucoup vu que je fais beaucoup d'ordinateurs, je suis tout le temps assis devant un ordi ce temps-ci, de me lever le matin, puis je prends pas de déjeuner, je vais prendre un café avec un lait et aller faire une marche d'une demi-heure, 1 heure, soit en nature ou je suis proche de Granby qui est sur le bord d'un lac et tout, là, tu sais. J'essaie de faire ça 3 à 5 fois semaine. Je marche beaucoup. L'été aussi, je fais j'ai un vélo électrique parce qu'on dirait qu'en auto, t'as quand même droit à ton iPhone, tu sais. Mais en vélo ou en moto, j'ai une moto à gaz aussi, je peux pas être sur mon téléphone intelligent. Fait que ça me permet de décrocher. Sur une longue journée l'été, là, tu sais, à 7 heures le soir, tu pars en mountain bike, je vais monter justement en Bromont en vélo électrique. Ben, je décroche, tu sais. Parce que sinon, écoute, la roue, elle spin tout le temps.
Ça arrête pas. Ouais, non, mais tu sais, puis oui, Chalet, présentement, c'est 12 heures par jour, 7 jours sur 7, hein. Donc, cet été encore, tu sais, mon team travaille 40 heures semaine, même moi, cet été, je faisais encore le customer service de soir et le week-end. Ça a l'air de rien. Puis là, depuis peut-être 2 mois, 3 mois, depuis septembre, on est rendu au mois de novembre, ça fait comme 3 mois, que là, j'ai un team qui commence à prendre la majeure partie de ce temps-là. Mais je suis rendu à cette étape-là que, tu sais, j'en ai fait pas mal, moi, que je faisais beaucoup, là, tu sais, je faisais 70 heures et plus par semaine. Puis là, je commence à en déléguer plus. Avec les revenus qui rentrent, on peut faire d'autres embauches. C'est un autre, c'est un autre win. Mais oui, mon erreur, ça a été beaucoup ces 20 dernières années. Service client, c'est énorme, là. On passe tous par là. Ouais. Ouais. Parfait, Danny. Si les gens veulent en savoir un peu plus sur WeChalet, sur les rondes de financement, le meilleur endroit pour vous rejoindre? Frontfunder.com/WeChalet. Ça, c'est la version anglaise. Sinon, /FR/WeChalet, c'est la version française. Puis aussi, écoute, sur notre site, on a une petite boîte de communication où est-ce que tu peux nous écrire en temps réel le service client. On est très rapide pour que tu aies des questions sur la ronde de financement ou pour louer un chalet ou pour mettre votre propre propriété sur WeChalet. On est là pour vous aider. Et si vous êtes sur Airbnb, on peut prendre votre lien d'Airbnb. Si vous avez 300 propriétés sur cette plateforme-là, en 5 minutes, on est dans WeChalet. Et on a un team qui va vous aider à mettre en ligne toutes vos propriétés et de les mettre à jour, prix à jour, disponibilité à jour, pour vraiment que vous soyez à jour quand on vous publie publiquement. Fantastique. Ben écoutez, allez jeter un petit coup d'œil, allez jeter un petit coup d'œil également au webinaire et à la ronde de financement. Danny Papineau, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Un beau succès. WeChalet, une entreprise en croissance. On espère se refaire un podcast dans quelques années et que vous soyez international. Je pense que c'est l'objectif et je pense que c'est là que vous voulez vous en aller. Donc, on vous souhaite bon succès ici. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.